Ok. Alors, pour aujourd'hui, une petite partie qu'on va qualifier de bonus, de résumé de ce qui a pu être dit au sein des parties précédentes pour essayer un peu de reposer des bases convenables pour la suite. Parce que là, beaucoup de choses ont été déterrées, mais il s'agirait maintenant de stabiliser un peu tout ce qui a été extrait. Avant de faire ça, cependant, je vais terminer le petit développement que faisait Kojève par rapport aux phénoménologies de Platon et d'Aristote, en les comparaisant en fait avec l'incarnation christique. Donc, ce qu'on avait dit par rapport à Platon, c'est que cette incarnation du théos ineffable, du Dieu ineffable, amenait fatalement à un discours phénoménologique silencieux, qui ne pouvait rien dire, tandis que chez Aristote, cette incarnation du Ouranos du ciel amenait à une incarnation d'un objet non discursif, sur lequel en fait il ne pouvait y avoir de discours, et donc soit on tombait dans une animalité de l'homme qui ne pouvait émettre que des sons, soit dans une répétition du son des sphères, mais qui était éminemment silencieux. Donc là aussi, qui ne pouvait rien dire. Et par rapport à l'incarnation, en fait, qui va permettre la parathèse kantienne, la parathèse synthétique kantienne, donc l'étape précédant la synthèse d'Hegel, l'incarnation du Dieu judéo-chrétien qui, lui, s'incarne en homme, et donc, cette fois-ci, l'homme étant un objet matériel, entre guillemets, un discours peut s'y établir. L'homme est un objet discursif dont émane de lui un discours et qui peut être sujet d'un discours, et donc il n'est ni ineffable, ni animal, comme chez Aristote. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse, enfin non pas la parenthèse en l'état, mais plutôt la, l'astérix sur la notion d'incarnation christique chez Kojève, ou ce que permet l'incarnation christique pour Kojève. Ok, donc, petit rappel déjà de notre schéma, hein, avec donc, on va même le refaire, pour essayer d'être le plus clair, le plus lisible possible. Donc on reprend vraiment depuis un peu le début. Donc le schéma du discours philosophique de Kojève commence par l'hypothèse, qui engendre une question, hein, comme on l'avait dit. C'est quoi le concept? Ok. Quelle vérité possible dans le discours? Qui produisait thèse et antithèse. Hein. La thèse de Parménide, l'antithèse d'Héraclite, la thèse la vérité est silencieuse, l'antithèse, le discours est possible, mais perpétuellement contradictoire, et donc se doit d'être perpétué, qui engendrait alors la parathèse, car la vérité dans le silence et le discours perpétuellement faux ne permet pas la satisfaction des philosophes, car le philosophe souhaite pouvoir avoir un discours vrai. Scindé, du coup, dans une équipe, dans une team thétique, donc plus proche de la thèse, et une team antithétique, plus proche de l'antithèse. En sachant que ces parathèses sont compromis entre thèse
et antithèse. Bon. Et de cela, tac, amenait la parathèse synthétique, qui était le compromis final, en fait, thétique et antithétique, celui qui était sur du 50-50 et qui permet l'avènement de la dernière étape du discours philosophique, du système du savoir, la synthèse. Et de cette synthèse, on revenait à l'hypothèse. Ok. La thèse était tenue par Parménide, l'antithèse par Héraclite. La parathèse thétique est premièrement tenue par Platon, l'antithétique par Aristote. La synthétique, c'est Kant. La synthèse, c'est Hegel. Le concept est éternel, le concept n'est pas éternel. L'éternel est en relation avec l'éternité. L'éternel est en relation dans le temps. Et l'éternel, pour la synthétique, l'éternel est en relation en dehors du temps, donc avec l'éternité. L'éternel est en relation avec l'éternité dans le temps. L'éternel est en rapport avec le temps. Et le concept est le temps. Ok. À cela s'ajoute le fait que chaque système philosophique est divisé en 3 parties. Ontologie, énergologie et phénoménologie. D'un côté, discours qui parle à la fois de son sujet et de lui-même, je le rappelle, c'est la condition de la logie. Donc l'ontologie, un discours sur l'être donné, autrement dit sur tout ce qui est commun et qui permet donc une vérité. D'accord ? Et cet être donné, qu'il soit dans la parathèse thétique ou antithétique, il est assimilé au divin, qu'il soit monothéiste dans le cadre du côté thétique ou qu'il soit polythéiste du côté antithétique. L'énergologie s'applique à la réalité objective. Ici, il s'agit de ce qui permet, tout en étant non observable, tout en n'étant pas forcément observable, mais c'est ce qui permet la réalité objective, c'est ce qui permet l'existence empirique, c'est-à-dire le monde de l'expérience, le monde observable dans lequel nous nous situons, dans lequel nous observons, dans lequel nous contemplons, ce qui est rapporté par nos sens. D'accord ? Et donc, la réalité objective, ce sont les lois de la nature non observables, non phénoménologiques, comme la gravité, les atomes, etc. En sachant évidemment que cette réalité objective, qu'on peut apparenter à la physique à partir du moment où on ne se trouve plus dans l'énergologie, donc dans un discours sur la réalité objective et qui parle de lui-même, mais à partir du moment où on est dans un discours qui ne parle plus que de la réalité objective, donc l'énergographie, ou qui n'est plus que dans la mesure de la réalité objective, donc l'énergométrie, et donc ce qu'on apparente de manière générale à la physique. Tandis que la phénoménologie, c'est le discours sur l'existence empirique, donc le monde observable, le comportement des animaux, par exemple, l'observation du mouvement des planètes, et si on lui retire sa logie, donc s'il perd son discours sur lui-même, il devient alors phénoménographie ou phénoménométrie, et donc dans ce cadre-là, il entre dans la biologie,
l'astrologie, etc. Enfin non, pas l'astrologie, mais plutôt, on va dire l'observation des étoiles. Parce que, étant donné que l'astrologie, on l'apparente beaucoup maintenant à la physique, je ne veux pas produire une confusion avec l'énergologie, d'accord? Discours sur l'observation des expériences, discours sur les lois, sur les éléments, les causes qui permettent les effets. Tandis que pour l'ontologie, si on lui supprime sa logie, on va plutôt tomber dans les mathématiques. Voilà, l'ontométrie, ce genre de choses, on entre plutôt dans le domaine mathématique. Donc ça, c'est sur l'être donné. Et cela conclut du coup notre division en 3 parties des systèmes philosophiques, que ce soit celui de Platon et d'Aristote, mais en fait, cela vaudra aussi pour Kant, Hegel et en fait, pour Kojève, je tends à considérer que, enfin, même pour Kojève, c'est une distinction, une scission en 3 parties qui s'applique à tout système philosophique. D'accord, donc ça, c'était pour la partie résumée. Ça, c'est pour la partie résumée. Et sur ce, on a donc conclu notre partie Platon-Aristote. Voilà. Et on va pouvoir s'atteler. Alors, on va très légèrement aborder cette partie-là. Mais comme vous pouvez le voir, je suis encore en plein avancement. Hein. J'avance, mais c'est un texte... c'est le texte le plus long, hein, d'ailleurs, hein, parmi les 3. Et c'est aussi peut-être pas le plus fastidieux, parce qu'en réalité, le plus fastidieux, c'est le premier. Parce que toute la démonstration du système du savoir... extrêmement intéressante, mais est aussi d'une grande complexité. Et je ne l'ai pas forcément retranscrit d'ailleurs dans les vidéos, étant donné que j'aurais trop peur de falsifier une partie du propos. Et qu'il s'agit ici plutôt de retranscrire d'ailleurs les résultats, ou ma compréhension des résultats, plutôt que ma compréhension du chemin qui y amène. Donc, dans cette 3e partie, on va pouvoir aborder en fait ce qui suit Platon et Aristote, et en fait ses héritiers un peu directs. Avec les héritiers de Platon et les héritiers d'Aristote. Les héritiers de Platon, donc, qui se trouveront au sein de l'Académie, fondée, du coup, par Platon, moyenne, grande, petite, et qui vont ensuite donner les néo-platoniciens. Tout va bien, tout est dans le nom. Hein, voilà. D'Aristote, la filiation est un peu plus complexe, parce qu'on pourrait parler des péripéties du lycée, etc. Mais en fait, Kojève va directement montrer un lien de filiation entre l'aristocélisme et le stoïcisme. Autrement dit, les héritiers directs d'Aristote, ce sont les stoïciens. Et ça, c'est ce qui va fonder le prochain sujet des prochaines parties, parce qu'on va se concentrer du coup sur le stoïcisme, ou en tout cas comment Kojève interprète le discours stoïcien à l'aune du discours aristotélien comme une filiation, comme un héritage, et non pas comme une philosophie à part entière qui se distinguerait, en fait, qui serait profondément différente du platonisme ou de l'aristotélisme, et donc comme, en fait, un néo-aristotélisme. Voilà. Là où, par exemple, les néoplatoniciens, la filiation, elle est directement établie par l'histoire de la philosophie. Donc, Kojève se permet... ça nécessite une démonstration, ou tout du moins le lien est plus évident car il est dans le nom. Voilà. Alors, cependant, avant d'aborder de facto les héritiers de Platon et Aristote, je vais me permettre, dans un second, on va dire plutôt dans la partie 7. Là, je vais m'arrêter là pour le résumé, parce que ça me paraît quelque chose de court dans ce cadre-là, donc on va s'arrêter là. Mais pour la partie 7, je vais me permettre en fait de mettre
d'introduire de nouvelles notions qui s'ajoutent à notre schéma. Des notions, en fait, qu'on va pouvoir placer ici et ici, qui justement vont nous permettre de comprendre un peu comment Kojève perçoit l'évolution du discours philosophique par le fait que beaucoup de discours qu'on attribue à la philosophie et aux philosophes grecs en particulier, étant donné que de toute façon, là en l'état, c'est principalement deux dont on vous parler, comment en fait ces discours vont sortir de l'histoire de la philosophie et de la philosophie. Voilà, donc ça, ce sera pour la partie 7.